Mes parents m'ont supplié de me calmer pour le bien de ma parfaite sœur. Je ne l'ai pas fait, et ils ont manqué le mariage. Maintenant, ils me supplient à nouveau. Juste pour sauver la face aux siens. Je me tiens dans ma robe de mariée, les doigts tremblants contre le bois peint de la porte du jardin, regardant à travers la fente les rangées de chaises blanches, disposées sur la pelouse d'émeraude. Mon cœur se serre lorsque mon regard se fixe sur les 2 sièges vides au premier rang, ornés de rubans de satin et de petits bouquets de lys. Les sièges où mes parents devraient être assis en ce moment même. Derrière moi, j'entends le bruissement des invités qui s'agitent sur leurs chaises, le faible murmure des chuchotements qui se propagent comme des ondes sur une eau calme. Où sont ses parents? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Je pensais qu'ils étaient juste en retard. Le quatuor à cordes termine son morceau, les dernières notes flottant dans l'air, comme une question laissée sans réponse. Je ferme les yeux, suppliant les larmes de ne pas couler. Pas maintenant. Pas après avoir passé 40 minutes sur ce maquillage. Léa. La voix d'Evan, douce et stable, me tire du bord du désespoir. Je me retourne et le trouve là, dans son costume anthracite, ses yeux bleus remplis d'un mélange d'inquiétude et de colère qu'il essaie de dissimuler pour moi. Il prend ma main, son pouce traçant de légers cercles sur ma peau. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Je force un sourire, le sentant se fissurer sur les bords. Ne faisons pas attendre tout le monde. La prise de conscience ne me surprend pas autant qu'elle le devrait. N'avais-je pas passé ma vie à courir après leur approbation? Toujours à la 2e place, derrière Morgane et son visage parfait placardé sur les pages des magazines. Je me souviens, à 16 ans, d'avoir annoncé que j'avais gagné le concours d'informatique de l'État. Mon père avait levé les yeux de son journal, hoché la tête et dit « C'est bien, ma chérie ». L'instant d'après, il avait appelé ma mère. « Carole, as-tu vu le nouvel article sur Morgane dans Vogue ?» Ils l'ont mis au-dessus de la cheminée. Mon regard avait suivi le sien vers le cadre étincelant, qui mettait en valeur le sourire parfait de ma sœur, tandis que mon diplôme finissait dans un tiroir avec tous les autres. Peut-être que si je suis assez parfaite aujourd'hui, ils me verront enfin. La pensée surgit sans y être invité, le même souhait désespéré que je porte depuis l'enfance. Même maintenant, le jour de mon mariage, une partie de moi espère encore qu'ils franchiront les portes à la dernière minute, avec une explication raisonnable. Mais ils ne le feront pas. Et je le sais. Le père d'Evan apparaît à nos côtés, élégant dans son costume, avec une boutonnière assortie aux roses du jardin qui nous entoure. Ses yeux se posent sur les sièges vides, puis reviennent sur moi, bienveillants, mais sans pitié. « Tout est prêt quand vous le serez », dit-il doucement. Je hoche la tête, prenant une profonde inspiration, tandis qu'Evan me serre la main une fois, avant de s'éclipser pour prendre sa place à l'autel. Madame Rod, ma future belle-mère, s'approche gracieusement, ajustant une fleur dans mes cheveux de ses doigts délicats. Cette femme qui, hier, a passé la journée à arranger elle-même chaque fleur, qui a tout coordonné avec les traiteurs tout en me demandant quels étaient mes desserts préférés, cette femme qui, dès notre première rencontre, m'a regardé comme si j'étais digne de son fils. « Tu es magnifique, Léa », murmure-t-elle, « vraiment magnifique. » Le quatuor à cordes entame la marche nuptiale, et les portes du jardin s'ouvrent en grand. Les 120 invités se lèvent, se tournant pour me regarder tandis que je commence à remonter l'allée, seul. Pas de père pour m'accompagner, pas de mère pour éponger ses larmes avec un mouchoir. Mais il y a Evan, qui m'attend avec un sourire qui m'a toujours fait me sentir trouvé, plutôt que perdu. La cérémonie se déroule dans un flou jusqu'à ce que nous soyons déclarés mari et femme, scellant nos promesses par un baiser, sous les applaudissements qui éclatent autour de nous. Nous nous tournons pour faire face à nos invités, main dans la main, et pendant un instant, j'oublie presque les chaises vides, jusqu'à ce que la réception commence. Mesdames et messieurs, annonce le DJ, c'est l'heure de la danse père-fille. Les mots me frappent comme un coup physique. Je me fige, ma coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres, alors que le projecteur balaie la salle, à la recherche d'une danse qui n'aura pas lieu. Un silence écrasant s'abat sur la réception. Je sens tous les regards sur moi, une centaine d'expressions de sympathie que je ne veux pas. Puis le père d'Evan s'avance, tendant sa main vers moi. « M'accorderez-vous cet honneur, Léa ?» La gentillesse dans ses yeux me brise presque. Je place ma main dans la sienne alors qu'il me conduit au centre de la piste de danse. Tandis que nous commençons à nous balancer au son de la musique, j'aperçois des invités qui nous regardent, certains essuyant des larmes, d'autres souriant avec approbation. « Merci », je murmure, clignant rapidement des yeux pour garder mon sang-froid. La famille,
ce n'est pas toujours le sang, dit-il simplement, en me guidant dans un tour en douceur. La réception continue. Le gâteau est coupé, des toasts sont portés. J'arrive presque à me perdre dans la célébration, jusqu'à ce que je sente mon téléphone vibrer dans la poche cachée de ma robe de mariée. Je m'éclipse pour le vérifier, et je trouve 3 messages de Morgane. Le plus récent dit « Maman et papa sont dévastés que tu n'aies pas veillé à ce qu'ils reçoivent les invitations. Comment as-tu pu oublier tes propres parents ?» Quelque chose de froid et de dur se forme au creux de mon estomac. Je fixe l'écran, lisant et relisant les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ils mentent. J'ai envoyé leurs invitations moi-même, j'ai vérifié le numéro de suivi, j'ai confirmé la livraison. Il s'agit de leur image, pas de mon bonheur. La prise de conscience m'envahit avec une clarté surprenante. Je mets mon téléphone en sourdine et le glisse à nouveau dans ma poche. Quand je retourne à la réception, je saisis des fragments de conversation en passant devant des groupes d'invités. Toujours à propos de Morgane. Ma tante Marie dit à ma cousine, « Tu te souviens de la remise des diplômes de Léa au lycée ? Ils sont partis plus tôt parce que Morgane avait cette audition. Carole et Daniel se soucient plus des apparences que des vraies relations, murmure quelqu'un d'autre. Ça a toujours été comme ça. Pauvre fille, imagine ne pas venir au mariage de ta propre fille. » Je sens la présence d'Evan avant de le voir, sa main trouvant la mienne comme attirée par une force invisible. Il ne demande pas ce qui ne va pas, il n'en a pas besoin. « Prête à partir d'ici ? » « Prête » demande-t-il, hochant la tête vers la sortie où notre voiture nous attend. Je regarde autour de moi la célébration, sa famille, qui m'a accueilli sans poser de questions, les amis qui sont venus pour être témoins de notre engagement, le magnifique jardin où je suis devenue Madame Rod, malgré les sièges vides au premier rang. Oui, dis-je, sentant quelque chose changer en moi, quelque chose comme de la résolution. Alors que nous courons sous une pluie de pétales de roses vers notre avenir, je me fais une promesse silencieuse. C'est la dernière fois que j'attendrai des gens qui n'ont jamais eu l'intention de venir. Je suis dans la cuisine de notre appartement à Seattle, fixant mon téléphone. L'éclat de la lune de miel de 2 semaines à Moïse s'est estompé plus vite que mon bronzage. 3 semaines de silence de la part de mes parents après notre mariage, et j'ai finalement trouvé le courage de les appeler. « Tu as oublié de nous inviter. » La voix de ma mère est froide, accusatrice. « Nous n'avons jamais reçu l'invitation, Léa. » Ma main tremble alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Ce n'est pas vrai. J'ai envoyé des invitations par email et par courrier. J'ai les reçues. Ne sois pas si dramatique, dit-elle, ce renvoi familier me blessant plus profondément qu'il ne le devrait, après 32 ans de pratique. Je sors la confirmation par email. Je regarde le reçu en ce moment même. L'email a été livré et ouvert le 12 mars à 9h47. Papa a même répondu, « Merci de nous avoir prévenus. » Un temps de silence. Eh bien, parfois ces systèmes font des erreurs, se dérobent-elles, et les informations de suivi montrent que l'invitation papier a été livrée dans votre boîte aux lettres le 10 mars. J'ai le numéro de confirmation. Peut-être ne nous sentions-nous pas les bienvenus. La voix de maman passe à une innocence blessée si rapidement que je manque presque la manipulation. Presque. Tu sais à quel point nous sommes occupés avec la carrière de Morgane qui décolle à nouveau. Peut-être que tu n'as pas clairement exprimé à quel point c'était important. La prise de conscience me frappe comme un coup de tonnerre. Ils protègent leur image, pas notre relation. Ils ont choisi de manquer le mariage de leur fille aînée, et maintenant, ils réécrivent l'histoire pour que ce soit de ma faute. Tu es toujours si dramatique à propos de tout. Elle continue dans mon silence. Je dois y aller, dis-je doucement, mettant fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis assise à notre comptoir de cuisine, faisant défiler les textos des derniers mois. Les schémas émergent avec une clarté douloureuse, maintenant que je les cherche. Les culpabilisations de maman chaque fois que je mentionnais le mariage. Les excuses vagues de papa sur la vérification des calendriers. Le silence commode à l'approche de la date. Le texto de Morgane la veille de notre mariage me revient en mémoire. Assure-toi de prendre des photos avec la famille du côté de papa. Ce sont des relations importantes pour le lancement de ma marque de style de vie l'année prochaine. Pas un mot sur moi. Pas un seul vœu de bonheur pour mon mariage. Mon téléphone vibre avec un texto de Morgane, maintenant. Maman pleure à cause de ton appel. Pourquoi dois-tu toujours contrarier tout le monde ? Le message est suivi d'un autre. Certains parents posent des questions sur le mariage.
Tu dois leur dire que tu as oublié d'envoyer les invitations à maman et papa. Ce drame familial est la dernière chose dont j'ai besoin avec mon mariage qui approche. Mes doigts planent au-dessus du clavier. Le mariage de Morgane. Bien sûr. Il ne pouvait pas assister au mien, car cela rendrait le futur mariage de Morgane moins spécial. Son fiancé l'a demandé en mariage le mois dernier, leur annonce de fiançailles soigneusement programmée pour après ma lune de miel. L'email de papa arrive ensuite. Ta mère est très blessée par tes accusations. La loyauté familiale signifie se soutenir mutuellement, pas s'attaquer. Pense à l'impact que cela a sur les plans de mariage de Morgane. 3 antagonistes, parfaitement alignés contre moi. Maman, avec sa culpabilité comme arme. Morgane, qui impose l'image de la famille. Et papa, qui les soutient toutes les deux tout en prétendant être le plus raisonnable. Je regarde autour de notre appartement, les photos de mariage que nous venons d'accrocher au mur. Evan et moi, riant avec ses parents. Dansant avec son père. Coupant le gâteau, entouré d'amis. La joie rayonne de chaque image. Mais il y a un vide aussi. L'absence visible de ma famille. Pendant 32 ans, j'ai couru après une approbation qui n'est jamais venue. Les larmes coulent sur mon visage alors que je fixe une photo en particulier, moi dans ma robe de mariée, regardant par-dessus mon épaule avec un sourire qui s'efforçait tant de masquer un chagrin d'amour. Je n'entends pas Evan entrer, je ne prends conscience de sa présence que lorsqu'il s'agenouille à côté de ma chaise, sa main chaude sur mon genou. De quoi as-tu besoin? Il demande simplement, ses yeux bleus remplis d'inquiétude. La clarté de sa question brise quelque chose en moi. Pas qu'est-ce qui ne va pas, ou pourquoi pleures-tu, mais de quoi as-tu besoin? Comme si mes besoins comptaient. J'ai besoin d'arrêter de prétendre qu'il se soucie de mon bonheur. Je dis, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Il hoche la tête. Pas de platitude. Pas de tentative de résoudre ou de rejeter. Juste une présence. J'essuie mes yeux et j'ouvre un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je consigne tout. Les reçus d'invitation, les numéros de suivi, les textos, les emails. Tout. Date. Ligne par ligne, je crée une chronologie des tentatives de communication avant le mariage. Chaque appel enregistré, chaque message sauvegardé, chaque réponse documentée. Les preuves forment un schéma indéniable d'évitement délibéré, suivi d'un gaslighting calculé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Demande Evan, en m'apportant une tasse de thé. Je vais dire la vérité. Je prends une profonde inspiration. Pas avec colère. Juste, clairement. Je rédige l'email avec soin, joignant les preuves pertinentes sans commentaire. Mon message est simple. Maman et papa, j'ai joint des documents montrant que vous avez reçu des invitations électroniques et physiques pour notre mariage. Vous avez choisi de ne pas venir. Je ne participerai pas à faire semblant qu'il en est autrement. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de reconnaître la réalité afin que nous puissions avancer honnêtement. Si c'est ce que vous voulez. Léa. J'appuie sur envoyer avant que le doute ne puisse s'installer. Mon téléphone sonne 10 minutes plus tard, ce ne sont pas mes parents, mais Madame Rod. J'ai vu ce que tu leur as écrit, dit-elle sans préambule. Morgane m'a mise en copie, pensant que je serais horrifié par ton attaque contre la famille. Mon estomac se noue. Madame Rod. Je suis fier de toi, m'interrompt-elle doucement. Se défendre, ce n'est pas attaquer qui que ce soit. Il est temps que quelqu'un dans cette famille valorise la vérité plutôt que les apparences. Une chaleur fleurit dans ma poitrine à ces mots. Evan s'assoit à côté de moi sur le canapé, son épaule contre la mienne. Ta vérité compte plus que leur confort, dit-il doucement. Je me penche contre lui, sentant le poids se soulever de mes épaules. Le lendemain, au cabinet de logiciel, un collègue remarque que je semble différente, plus concentrée, plus présente. Je réalise que je n'ai pas vérifié mon téléphone pour des messages de mes parents de toute la matinée. C'est une petite victoire, cette liberté de ne pas chercher constamment l'approbation parentale. Mais alors que je retourne à mon bureau, la tête haute, cela me semble monumental. Pour la première fois, je n'attends pas des gens qui n'ont jamais eu l'intention de venir. 3 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 3e fois en 1 heure. Je sais exactement qui c'est sans regarder, mais je jette quand même un coup d'œil, confirmant mes soupçons. Morgane, tu ne peux pas gâcher mon mariage juste parce que tu n'as pas confiance en toi. Maman et papa sont navrés.
Règle ça. Je pose mon téléphone face contre mon bureau, respirant profondément en essayant de me concentrer sur le code devant moi. Le rythme familier de la programmation m'apaise généralement, mais pas aujourd'hui. Mes doigts planent au-dessus du clavier, tremblant légèrement avant que je ne les force à se remettre au travail. Tout va bien? Ma collègue jette un coup d'œil, l'inquiétude gravée sur son visage. Des histoires de famille, dis-je, les mots sonnant creux même à mes propres oreilles. Mon téléphone s'allume à nouveau. Pas Morgane cette fois. Mais ma tante Marie. Léa. Ma chérie. Ta mère m'a appelé en larmes. Elle dit que tu refuses d'admettre que tu as oublié leur invitation. Ne peux-tu pas simplement t'excuser pour le malentendu? Je ferme les yeux, imaginant ma mère au téléphone, la voix tremblante d'une émotion étudiée, tandis qu'elle tisse son récit à chaque parent qui voudra bien l'écouter. L'image me brûle derrière les paupières. Quand je rentre à la maison, Evan est déjà là, son visage s'assombrissant en voyant mon expression. Ton père m'a envoyé un email, dit-il, tournant son ordinateur portable vers moi. Apparemment, je dois comprendre l'importance de la loyauté familiale. Je lis le message de Daniel, chaque mot suintant d'une culpabilité calculée. En tant que mari de Léa, tu devrais l'aider à entendre raison. La famille est tout ce que nous avons dans ce monde. Son comportement cause une immense douleur à ta belle-mère. Ils ont appelé tout le monde, dis-je, m'affaissant sur notre canapé. 3 cousins différents ont laissé des messages aujourd'hui. Même mon amie de lycée, Sarah, a été entraînée là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Evan s'assoit à côté de moi, sa chaleur contrastant avec le nœud froid qui se forme dans mon estomac. Ils intensifient leurs efforts parce que tu ne joues plus le jeu. Mon téléphone vibre à nouveau. Numéro inconnu. Léa, c'est Morgane. Comme tu m'as bloqué, j'ai dû utiliser le téléphone de Ryan. Arrête d'être puéril. Je raccroche sans répondre, mais les appels continuent. Des numéros différents à chaque fois. Toujours la voix de Morgane quand je réponds. Je finis par éteindre complètement mon téléphone, le silence étant un soulagement momentané. Tu sais ce qui est étrange? Dis-je plus tard dans la nuit, alors qu'Evan et moi mangeons à emporter sur notre comptoir de cuisine. Je n'arrête pas d'attendre de me sentir coupable, mais à la place, je me sens juste calme, comme si je les voyais enfin clairement. Evan hoche la tête, considérant cela. Qu'est-ce qui a changé? La question me fait faire une pause, la fourchette à mi-chemin de mes lèvres. Je pense que c'est de savoir que j'ai des options qu'ils ne peuvent pas m'enlever. Je fais un geste autour de notre appartement. Mon travail me rapporte 96 000 $ par an. J'ai la preuve qu'ils mentent. Je t'ai, toi. Pour la première fois, je n'ai pas besoin de leur approbation pour survivre. Lorsque mon téléphone se rallume le matin, il y a 17 nouveaux messages. L'un d'eux attire immédiatement mon attention. D'Evan. Vérifie tes emails. Morgane m'a envoyé un texto. Le message qu'elle lui a envoyé me fait bouillir le sang. Tu devrais aider Léa à mieux se comporter. Le réseautage avec une famille qui réussit pourrait bénéficier à ta carrière. La réponse d'Evan apparaît en dessous. Je ne me soucie que du bonheur de Léa, pas de sa valeur en matière de réseautage. La fierté gonfle ma poitrine, déplaçant momentanément la colère. Cet homme qui me voit comme une personne, pas un pion, qui défend ma valeur sans hésitation. Les réponses de Morgane deviennent de plus en plus frénétiques. C'est ridicule. Elle déchire la famille. Notre mère est dévastée. Ta loyauté devrait aller à l'harmonie familiale, pas à encourager ces crises de colère. Après le 5e message, il y en a un dernier d'Evan. Nous bloquons ce numéro. Ne nous contacte plus. Je l'ai bloqué, dit Evan quand je lève les yeux de mon téléphone. J'espère que ça te va. Plus que ça, dis-je, sentant un poids se soulever de mes épaules. C'est parfait. Ce soir-là, la mère d'Evan appelle. Mon estomac se serre automatiquement, m'attendant à plus de pression. Léa, ma chérie. J'ai reçu un texto très étrange de ta sœur. La voix de Madame Rod est calme mais inquiète. Quelque chose à propos de ton instabilité psychologique? Je te le transfère maintenant. La capture d'écran arrive avec le commentaire de Madame Rod. N'importe quoi. Toi et Evan, venez manger mon pain de viande ce soir. Le dîner chez les Rod, c'est comme entrer dans une autre dimension. Pas de marche sur des œufs, pas de critiques voilées ou de compétition.
Juste une conversation facile, un intérêt sincère pour nos vies, et assez de pain de viande pour nourrir une armée. Encore des pommes de terre, Léa? Monsieur Rod passe le bol avant même que je ne demande. J'ai entendu dire que tu as eu ce nouveau projet au travail. La conception du système de sécurité, c'est ça? La simple reconnaissance de ma carrière, quelque chose que mes parents n'ont jamais réussi à faire, me met une boule inattendue dans la gorge. Raconte-nous en plus, encourage Madame Rod, en remplissant mon verre d'eau. Evan dit que tu diriges l'équipe maintenant. Alors que j'explique le projet, ils écoutent attentivement, posant des questions réfléchies. Personne ne change de sujet pour parler de quelqu'un de plus important, personne ne regarde sa montre avec impatience. Ils me traitent comme si j'avais de l'importance. Est-ce que c'est ça, une famille? 2 jours plus tard, mon téléphone sonne avec le numéro de ma tante Marie. Léa, je voulais te parler du mariage de Morgane. Ta mère dit que tu les as délibérément exclus du tien, et que maintenant tu refuses d'assister à celui de Morgane par dépit. Je prends une profonde inspiration. Tante Marie, j'ai les reçus des invitations. Voudrais-tu les voir? Un silence s'étire au bout du fil. Quel reçu? La confirmation par email qu'ils ont ouvert l'invitation numérique. Le suivi postal montrant la livraison de l'invitation papier. Des textos où j'ai confirmé qu'ils l'avaient bien reçu. Ma voix reste stable alors que je joins les fichiers à un email. Je te les envoie maintenant. Le souffle coupé me dit qu'elle est en train de les regarder. Oh, Léa, ils ont dit à tout le monde que tu avais oublié. Ils ont choisi de ne pas venir, tante Marie, tout comme ils ont choisi Morgane plutôt que moi toute ma vie. Encore du silence, puis. Je veux bien être damnée, Carole m'a juré. Je te crois, Léa. Je suis vraiment désolé. Cette nuit-là, je crée un message de groupe, incluant chaque membre de la famille qui m'a contacté à propos de cette situation. Je joins toutes les preuves, les confirmations de livraison, les accusés de lecture de mails, les échanges de textos, sans commentaire. En quelques heures, mon téléphone explose de réponses. Je n'en avais aucune idée, Léa. Ta mère nous a raconté une histoire complètement différente. Nous n'assisterons finalement pas au mariage de Morgane. Carole et Daniel te doivent des excuses. Je suis assise sur notre balcon, regardant les lumières de Seattle scintiller sur l'eau, alors que les messages continuent d'arriver. Evan me rejoint, plaçant une tasse de thé chaude dans mes mains. Ça va? Je regarde mon téléphone alors qu'un autre texto arrive. Morgane, utilisant encore un autre numéro. Que as-tu fait? 3 tantes et l'oncle Jim viennent d'annuler. Maman est hystérique. Pour la première fois depuis le jour de notre mariage, je sens un sourire se dessiner sur mon visage. Pas de bonheur, mais de quelque chose d'autre. La libération, peut-être. La connaissance que la vérité perce enfin des décennies de mensonges soigneusement élaborés. Je n'ai rien fait. Je dis à Evan, en m'appuyant contre son épaule. Sauf arrêter de faire semblant. Sur mon écran, une autre notification apparaît. Le mariage de Morgane a été reporté en raison de problèmes de salle. Je n'ai pas besoin d'être ingénieur en logiciel pour décoder ce message d'erreur particulier. Je prends une gorgée de thé et je regarde l'image soigneusement construite de mes parents s'effondrer comme un château de cartes, sans que je n'ai levé le petit doigt. Mon téléphone vibre pour la 3e fois ce matin. Je regarde l'écran s'allumer avec le nom de Morgane, puis s'éteindre à nouveau, alors que je le laisse, intact, sur mon bureau. La pluie de Seattle tape contre la fenêtre de mon bureau, une percussion douce qui couvre le bourdonnement des ordinateurs autour de moi. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai envoyé cet email avec les reçus d'invitation à toute ma famille. 3 mois de silence soigneusement choisi. Léa? Mon superviseur apparaît à l'entrée de mon box, tenant un dossier manille. La proposition du projet Henderson est excellente. L'équipe de direction a été impressionnée par vos solutions pour les vulnérabilités de sécurité. Je souris, sentant une satisfaction tranquille m'envahir. Merci, Jared. Je voulais m'assurer que nous avions abordé tous les points faibles possibles avant la mise en œuvre. Eh bien, ça a payé. Il te confie le poste de développeuse principale pour la prochaine phase. Il pose le dossier sur mon bureau, ainsi qu'une augmentation de 15% de ma rémunération. Félicitations. Alors qu'il s'éloigne, j'ouvre le dossier pour trouver la lettre d'offre officielle, la promotion pour laquelle je travaillais depuis 18 mois.
Mes doigts tracent le chiffre du salaire, 110 400 $. Plus que la validation, j'apprécie le timing. La preuve que s'éloigner des drames familiaux m'a permis de me concentrer sur ce qui construit réellement ma vie, plutôt que sur ce qui l'épuise. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est Evan. Dîner avec Jake et Sarah ce soir? Ils ont trouvé un nouveau sentier de randonnée près de Snoqualmie dont ils veulent nous parler. Je réponds rapidement. Parfait. J'ai eu la promotion. Sa réponse apparaît instantanément. Je n'en ai jamais douté une seconde. Dîner de célébration, donc. Le contraste ne m'échappe pas. Comment certaines personnes célèbrent votre succès, tandis que d'autres ne réclament votre attention que lorsque cela sert leur récit. Je mets en sourdine le prochain appel entrant de Morgan sans y penser. Plus tard dans la soirée, alors que nous partageons une bouteille de vin avec nos amis et planifions des randonnées pour le week-end, je réalise que quelque chose a changé en moi. La douleur constante de la déception parentale s'est atténuée pour devenir un bruit de fond. À sa place, des défis de codage, des sentiers de montagne, des conversations au dîner, le rire d'Evan de l'autre côté de la table. Une paix construite non pas sur le pardon, mais sur le choix de l'endroit où mon énergie doit être investie. Le lendemain matin apporte une surprise malvenue. Le téléphone de mon bureau sonne. Un poste que j'utilise rarement. Développement logiciel? C'est Léa Rod. Léa? Dieu merci, je t'ai enfin jointe. La voix de ma mère semble creuse à travers le combiné. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos appels? Ton père et moi, nous nous sommes inquiétés à mort. Je me redresse sur ma chaise, mes yeux se dirigeant vers la porte fermée de mon bureau. Je suis au travail, maman. Je ne peux pas parler maintenant. Eh bien? Quand pourras-tu parler? Ça a assez duré. Le mariage de ta sœur est dans 3 semaines, et il y a de sérieux problèmes avec la liste des invités. Plusieurs parents déclinent à cause de cette, situation que tu as créée. Le poids familier de la culpabilité essaie de s'installer sur mes épaules. Je m'en débarrasse. Ce n'est pas ma responsabilité. Bien sûr que si. Tu déchires cette famille. Ton père est absolument dévasté. Sa voix se brise avec une émotion étudiée. Il t'a envoyé un email hier. L'as-tu seulement lu? Je ne l'avais pas fait. Après avoir vu l'objet, obligations et responsabilités familiales, je l'avais classé avec tous les autres. Je le lirai plus tard. Je dis, ma voix stable, je dois retourner au travail maintenant. Tu ne peux pas juste. Au revoir, maman. Je raccroche, surprise du peu d'effet que ces mots ont sur moi maintenant. Je vérifie plutôt mes emails professionnels, trouvant un message de tante Marie qui me fait faire une pause. Léa, je voulais te faire savoir que le mariage de Morgan a été reporté en raison de problèmes de salle. La vraie raison, la moitié de la liste des invités a décliné après avoir appris ce qui s'est passé avec ton mariage. Je suis l'une d'entre eux. J'aurais dû te défendre il y a des années. Je suis désolé qu'il m'ait fallu autant de temps pour voir ce qui se passait. Si jamais tu es prête à parler, je suis là. Affectueusement, tante Marie. Ce soir-là, j'en parle pendant ma séance de thérapie, assise sur le canapé bleu en face du docteur Warner, qui m'aide à naviguer dans les retombées depuis 4 mois. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne ressens rien à propos de leur problème de mariage? Je demande, fixant la petite fougère en pot sur son rebord de fenêtre. Ne devrais-je pas ressentir quelque chose? De la justification? De la tristesse? N'importe quoi. Le docteur Warner m'observe pensivement. Ce que vous décrivez ressemble à un détachement émotionnel. Une protection naturelle après des années où vos sentiments ont été ignorés. Dites-moi ce que vous avez réalisé depuis que nous avons commencé ces séances. Je réfléchis attentivement à cette question. Je n'ai jamais été le problème, dis-je lentement. J'étais juste gênante pour leur récit. La fille calme et pratique qui ne correspondait pas à leur image de famille parfaite. Rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé cela. Et de savoir ça maintenant? C'est libérateur, j'admets. Comme si j'avais porté ce poids, pensant que si j'essayais plus fort ou si j'étais plus parfaite, ils me verraient enfin. Mais ça n'allait jamais arriver. En sortant de la thérapie, la soirée de printemps m'enveloppe comme une douce étreinte. Je comprends maintenant que s'éloigner n'est pas une faiblesse.
C'est parfois la réponse la plus forte à ceux qui refusent de vous voir tel que vous êtes. La paix dure exactement 16 jours avant que le message vocal larmoyant de ma mère ne brise le silence. Léa, s'il te plaît. Tu brises le cœur de ton père avec ce comportement. Morgane a dû reporter son mariage à nouveau. Les gens posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Rappelle-nous, ma chérie. Nous pouvons arranger ça en famille. Je supprime le message et ouvre plutôt mon ordinateur portable, trouvant un email de Morgane. L'objet, photo d'annonce de mariage, avec plusieurs images en pièces jointes. La curiosité l'emporte. Les photos montrent Morgane et son fiancé dans un jardin avec un chemin de pierre qui serpente derrière eux. Des roses grimpantes, des treillis en flou artistique. La composition, l'éclairage, même la palette de couleurs, tout cela est douloureusement familier. Ils ont recréé l'esthétique de notre mariage, jusqu'aux plus petits détails. Sous les images, le message de Morgane est bref. Qu'en penses-tu? Maman dit que celles-ci sont mieux réussies que les tiennes. Je referme l'ordinateur portable sans répondre. 2 jours plus tard, une lettre recommandée de mon père arrive. L'écriture formelle sur l'enveloppe en dit long avant même que je ne l'ouvre. Léa, ton silence continu est inacceptable. En tant que ton père, j'exige une explication en personne. Quel que soit l'affront imaginaire que tu crois que nous avons commis, cela ne justifie pas de déchirer cette famille pendant ce qui devrait être un moment de joie. Ton comportement a considérablement affecté le jour spécial de Morgane. Le moins que tu puisses faire est de nous rencontrer pour discuter de ton retour dans la famille avant que plus de dégâts ne soient faits. Ta mère et moi attendons de tes nouvelles d'ici une semaine. Papa, je plie les communications familiales que j'ai documentées, la preuve d'un schéma de toute une vie, enfin visible sur le papier. La dernière tentative arrive une semaine avant la nouvelle date du mariage de Morgane. Une enveloppe de couleur crème arrive, contenant un chèque de $2000 et un mot de l'écriture de Morgane. Pour ta robe et tes frais de voyage, maman et papa diront à tout le monde que tu avais des conflits d'horaire avant. S'il te plaît, viens et souris pour les photos. Pour l'image de la famille, monsieur, je fixe le chèque, sentant un calme étrange s'installer en moi. Ils ont enfin montré complètement leur jeu. Ma présence n'est pas valorisée, juste l'apparence d'une unité familiale qu'ils peuvent montrer aux autres. Ce soir-là, j'écris une courte note sur mon papier à lettres personnelles et je la place dans une enveloppe avec le chèque non encaissé de Morgane. Ma présence n'est pas à vendre. Léa, alors qu'Evan dépose l'enveloppe dans la boîte aux lettres, il me serre la main. Ça va? Mieux que bien, je lui dis. Et je le pense. La nouvelle se répand rapidement dans le cercle familial. Tante Marie appelle pour me dire que la sœur de maman l'a enfin confrontée à propos de leur traitement envers moi, après des années de complicité silencieuse. Le fiancé de Morgane a posé des questions embarrassantes sur la dynamique familiale après avoir été témoin de sa crise de nerfs suite à ma réponse. Ils se disputent entre eux maintenant. Tante Marie dit, Carole blâme Daniel pour avoir laissé les choses aller si loin, Morgane est furieuse contre eux pour avoir ruiné ses plans de mariage, c'est comme regarder un château de cartes s'effondrer. Tu vas toujours au mariage? Je demande. Non, ma chérie, certaines choses sont plus importantes que de sauver les apparences. Sa voix s'adoucit. J'aurais dû apprendre ça il y a longtemps. En raccrochant le téléphone, je ne ressens aucun triomphe, aucune satisfaction dans leurs difficultés. Juste une certitude tranquille que je suis exactement là où je dois être, construisant une vie où ma valeur n'est pas déterminée par la façon dont je m'intègre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. L'invitation au mariage de Morgane est posée sur mon comptoir de cuisine, ses lettres en relief doré captant la lumière du matin. 3 jours avant le grand jour, et la pression a atteint son paroxysme. Mon téléphone vibre avec le 3e message de Carole aujourd'hui. Je l'ouvre à contre-cœur. Léa, s'il te plaît, viens, nous oublierons tout ce qui s'est passé, Morgane mérite que sa sœur soit là. Je pose le téléphone face contre table, la mâchoire serrée. Cela fait suite à l'appel d'hier d'une autre tante, qui a commencé notre conversation par des nouvelles décontractées avant de se diriger inévitablement vers « Ta mère m'a demandé de te parler ». Et la veille, Daniel a laissé un message vocal proposant de conduire mes 2 filles à l'hôtel, comme si cela effaçait leur absence à mon propre mariage. Même Morgane a envoyé un texto la semaine dernière. Ton absence serait cruelle pour tous ceux qui nous aiment toutes les deux. Ne punis pas toute la famille. Cruelle, comme si j'étais la méchante de cette histoire. La sonnette retentit, j'ouvre pour trouver un coursier avec une enveloppe.
L'adresse de l'expéditeur indique le cabinet d'avocat de mon père. À l'intérieur se trouve une lettre, formelle et froide. Considère comment les relations familiales profitent à ta carrière. L'industrie de la tech valorise le réseautage. La famille du fiancé de Morgan a des relations qui pourraient t'aider à avancer. Couper les ponts maintenant pourrait avoir des conséquences à long terme. La menace n'est pas subtile. Je froisse le papier, le jetant dans le bac de recyclage. Mon ordinateur portable émet un ping avec une notification de mail de Morgan. L'objet, ma version de l'histoire. L'aperçu montre la première ligne. J'ai rédigé un message expliquant pourquoi ma sœur a abandonné notre famille, avant de le partager publiquement. Je claque l'ordinateur portable, mon cœur battant la chamade. Quand sont-ils devenus si désespérés? Mon téléphone vibre à nouveau. Une cousine à qui je parle rarement. Ta mère dit que nous devons choisir notre camp, ça déchire tout le monde. 1 heure plus tard, Carole elle-même appelle. Je réponds, contre mon meilleur jugement. Léa. Sa voix est tendue par un calme forcé. Ça a assez duré. Viens au mariage, où tu ne fais plus partie de cette famille. L'ironie me fait presque rire. Quand ai-je jamais été traité comme si je faisais partie de cette famille? Elle raccroche sans répondre. Plus tard dans la soirée, je me retrouve à regarder de vieilles photos de famille. Il y en a une de l'anniversaire des 16 ans de Morgan, elle souffle des bougies pendant que je me tiens sur le côté, à moitié coupé sur la photo. Une autre de ma remise de diplôme universitaire, ils sont partis tôt parce que Morgan avait une audition de mannequinat, un schéma documenté sur des décennies. Ça va? Demande Evan, me trouvant entouré d'albums photos. Suis-je trop dur? Je demande, ma voix faible. Il s'assoit à côté de moi, prenant doucement une photo de mes mains. Elle montre mes chaises vides à notre mariage. Ils ont manqué notre mariage, Léa. Les actions ont des conséquences. Je hoche lentement la tête. Je sais. C'est juste que j'ai passé toute ma vie à faire passer leurs sentiments en premier. Au détriment de ta propre dignité, dit-il doucement. La vérité de ces mots résonne en moi. Chaque fête de famille réorganisée pour l'emploi du temps de Morgan. Chaque réussite de ma part minimisée pour ne pas faire d'ombre à la sienne. Chaque critique que j'ai avalée pour maintenir la paix. Mon confort s'est toujours fait au détriment de ma dignité. Je ferme les albums et je prends mon ordinateur portable. Pendant des heures, je travaille méthodiquement, compilant tout. Le reçu de l'invitation au mariage, montrant la confirmation de livraison, des captures d'écran des 14 tentatives de les contacter avant notre mariage, leur gaslighting ultérieur prétendant qu'ils n'avaient jamais reçu d'invitation. À minuit, j'ai une chronologie complète des événements, factuelle et sans émotion. Je rédige un email à toute la famille. Pas d'accusation, pas de colère, juste la vérité documentée. À ma famille élargie, il semble y avoir une confusion quant à mon absence au mariage de Morgan. J'ai joint la documentation de ce qui s'est passé concernant mon propre mariage. 6 juin, vous trouverez la confirmation de suivi postal de la livraison de l'invitation de mariage de mes parents. Le reçu par email montrant qu'ils ont ouvert l'invitation numérique. Des captures d'écran de mes 14 tentatives de les contacter avant le mariage. Leurs affirmations ultérieures selon lesquelles ils n'ont jamais reçu d'invitation. Je n'assisterai pas au mariage de Morgan. Il ne s'agit pas de punition ou de cruauté, il s'agit des conséquences de choix faits. Je souhaite à Morgan une belle journée de mariage. Mon absence est la conséquence de choix faits il y a 8 mois. Sincèrement, Léa Rod. J'appuie sur envoyer avant que le doute ne puisse s'installer. Que veux-tu faire le jour du mariage de Morgan? Demande Evan quand je lui dis. Je souris pour la première fois depuis des jours. Allons faire une randonnée dans le parc national olympique. J'ai toujours voulu le voir. Le jour du mariage, alors que nous sommes au sommet de Hurricane Ridge, avec les montagnes étendues devant nous, mon nouveau téléphone émet un ping. Je n'ai donné le numéro qu'à la famille d'Evan et à quelques amis de confiance. C'est un message de la sœur de Carole avec une photo en pièce jointe. Le mariage de Morgan, la réception à moitié vide, des membres de la famille visiblement absents. Ta mère est furieuse. La moitié de la famille n'est pas venue. Ils disent qu'ils n'ont jamais reçu d'invitation. Ça te dit quelque chose? Je devrais ressentir de la justification, mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement.
Le soulagement que la vérité soit enfin visible pour tout le monde. D'autres messages arrivent au cours des jours suivants. Des parents s'excusant d'avoir cru à la version des faits de mes parents. Ma cousine envoyant des captures d'écran de discussions de groupes familiales animés sur le comportement de Carole et Daniel. Le récit familial est définitivement modifié. Je ne porte plus seul le fardeau de leur fausse image. Une semaine après sa lune de miel, Morgane appelle d'un numéro inconnu. « Comment as-tu pu » demande-t-elle quand je réponds. « Tu as tourné tout le monde contre nous. »« Je n'ai tourné personne contre vous », je réponds, ma voix calme. Je leur ai simplement montré la vérité. Tu ne peux pas gâcher mon mariage et t'attendre à ce que je sois au tien. L'ironie de ces mots flotte entre nous. C'est exactement ce que toi et nos parents m'avaient fait, Morgane. C'est différent, crie-t-elle, sa voix se brisant. Ils m'ont toujours aimé plus. Pourquoi tout le monde prend ton parti maintenant? Ces mots confirment ce que j'ai toujours su mais jamais entendu à voix haute. Il ne s'agit pas de prendre parti, je dis doucement. Il s'agit de la vérité. Je suis libéré du besoin de leur approbation. L'es-tu? La ligne reste silencieuse un long moment avant qu'elle ne raccroche. Je regarde par la fenêtre de mon appartement l'horizon de Seattle, sentant un poids se lever que j'ai porté pendant 32 ans. La vérité m'a enfin libéré. Près de 2 ans après le mariage, je berce mon fils de 6 mois contre ma poitrine, son poids chaud plus réconfortant que n'importe quelle séance de thérapie. Sa respiration régulière est devenue mon son préféré au monde. Le soleil de fin d'après-midi filtre à travers les fenêtres de notre maison d'Olympia, projetant une lumière dorée sur le sol du salon où Evan est assis en tailleur, triant des photos pour l'album de bébé. « Regarde celle-là, dit-il, en brandissant une photo de Madame Rod, la seule grand-mère que mon fils connaîtra jamais, le berçant le jour où nous l'avons ramenée à la maison. Ses yeux brillent du même amour inconditionnel qu'elle m'a montré depuis notre toute première rencontre. Je passe mon doigt sur les cheveux duveteux de mon fils. Elle vient demain, n'est-ce pas? Elle ne manquerait ça pour rien au monde, répond Evan. Elle a dit qu'elle apportait cette tarte aux pommes dont tu as envie. Nos murs ne portent aucun portrait de Carole ou de Daniel, aucune preuve du sourire parfait de Morgane. À la place, ils mettent en valeur la famille que nous avons choisie, les parents d'Evan, mes amis du groupe de soutien, des collègues qui sont devenus des confidents. Des gens qui sont présents, pas seulement quand c'est pratique, mais quand ça compte. Mon téléphone vibre contre la table d'appoint. Je déplace légèrement le bébé pour l'attraper, m'attendant à un message du travail concernant la mise à jour logicielle que nous avons lancée hier. À la place, un numéro inconnu clignote sur l'écran avec un texto qui me serre l'estomac un instant, avant que la sensation ne se dissolve comme du sucre dans l'eau. Léa, je sais que tu as eu un fils. Tu ne peux pas être aussi cruel. Tu ne peux pas priver une grand-mère de son petit-fils. C'est mal. Appelle-moi, Carole. Il y a 2 ans, ces mots m'auraient dévasté, m'auraient plongé dans la culpabilité et le doute. J'aurais lu ce message une 12aine de fois, élaborant des réponses prudentes dans ma tête, mesurant chaque mot par rapport à la déception inévitable qui s'ensuivrait. Maintenant, je ne ressens rien d'autre qu'une calme certitude. Ta mère? Demande Evan, reconnaissant quelque chose dans mon expression. Il n'a pas besoin de préciser de quelle mère il s'agit. Elle utilise le téléphone de ma cousine. Je confirme. Tournant l'écran pour qu'il puisse voir. Même tactique. Le même langage qui avait autrefois un tel pouvoir sur moi, tu ne peux pas, tu ne devrais pas, tu dois, se lit maintenant aussi creux qu'un script de mauvaise pièce de théâtre. Ma valeur n'est plus liée à leur approbation, mon bonheur n'est plus l'otage de leur validation. Ma thérapeute a appelé ça de la négligence émotionnelle lorsque j'ai décrit pour la première fois mon enfance. Ces séances m'ont aidé à comprendre l'amour conditionnel qui semblait toujours hors de portée, toujours lié à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Le groupe de soutien m'a fait rencontrer d'autres personnes avec des histoires similaires, des détails différents, les mêmes blessures, qui m'ont montré que je n'étais pas seul. Mais c'est en construisant cette vie avec Evan que j'ai finalement compris ce que devrait être une famille. La façon dont il valide mes expériences sans poser de questions. La façon dont sa présence stable manque lorsque les vieux doutes refont surface. Jessica de la comptabilité m'a prise à part hier. Je dis à Evan, déplaçant notre fils sur mon épaule alors qu'il s'agite. Ses parents essaient de la manipuler pour qu'elle retourne vivre chez eux. Que as-tu dit? Demande Evan, mettant de côté les photos. Que l'on peut aimer quelqu'un et avoir quand même besoin de distance.
Que parfois, les limites ne sont pas une punition, elles sont une protection. Les mots sont sortis naturellement, dépouillés de l'amertume qui aurait pu les colorer auparavant. J'ai trouvé un sens à aider les autres à naviguer dans ce que j'ai survécu, en rendant le soutien qui m'apportait. Je regarde mon fils, ses petits traits détendus dans son sommeil, et je vois à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel. Pas une transaction, pas une performance, mais un cadeau offert gratuitement, sans attente de retour. Mon pouce survole le bouton de blocage une seule seconde avant de l'appuyer. Pas d'hésitation, pas de culpabilité, pas besoin d'expliquer ou de justifier mes limites. Je pose le téléphone et presse mes lèvres sur le front de mon fils, respirant son doux parfum. Quand je lève les yeux, Evan me regarde, ses yeux reflétant la même certitude paisible que je ressens. Il ne me demande pas si je suis sûr, n'a pas besoin que je m'explique. Il sourit simplement, un sourire qui communique des volumes sans qu'un seul mot ne passe entre nous. Notre fils se niche entre nous, protégé des schémas que nous nous sommes tous deux jurés de briser. C'est ce que signifie la famille maintenant, définie par l'amour plutôt que par l'obligation, par le choix plutôt que par le sang. Et dans cette redéfinition, j'ai trouvé une liberté dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. I'm out here being like, okay, how can I optimize my time? You guys only think you have one day. I have 10. Dude. Like, I am genuinely, like, optimizing my time so much. I am spending time. I genuinely just have more time than you guys. Because I don't wait for stuff to be done, I make it done. Let's get some more meat. Sorry, guys. Oh, and you're so fat, you just broke my axe. Interesting. Okay, well, let's cook that up and let's make a stone axe. Let's upgrade that. What time do I start my second marathon of the day? Well, thank you for asking me that question. So, this might shock a few of you, but I actually do run my second marathon at 6 a.m. in the morning. It takes me about like maybe 30 minutes to run a marathon. So by 6:30, I'm back at home and I'm writing my third book of the day. By 7:30 a.m., I've actually published the #1 New York best-selling book 3 times over. Yeah. And that's just mentality at that point. Some people just aren't doing it like I do. That's okay. Like, some people can't be as successful as me. So, yeah, I am quite fast. But I'm trying to get better. I think I'm actually not at my optimized, most optimal pace right now. Oh, lava. Can't I make nether? I mean, make nether? Can't I make nether from lava? What the heck? Oh, what did I just do? What did I just do? How did I do that? What the hell? How did I just do that? You should make daily routine vids like Ashton Hall. I think if I did that, people would probably be so, like, overwhelmed with how productive I am. Like, people will start dropping like flies. So I think it's a bit too dangerous for me to do that at this point in my life. Maybe though, once like people start to like maybe grow up a little bit in their head, yeah, maybe I would. But right now I think I am maybe just a bit too powerful for the average person. Oh crap. Okay. How many glass water bottles can you break in 24 hours? That's another great question, and I'm gonna give you an answer that you might not expect, actually. So I am like, if I really was trying, I could probably break like more than you could even imagine existed. But I actually am not an advocate for violence, so I only break about like maybe 200,000 a day, and that's just me on like a light day. So yeah.
Oh, crap. No, no, I don't want this to happen already. I hate skeletons. I do. I really do. Okay, I can just do that. Idiot. What's that tone of voice? What is that tone of voice? It sounds like you don't believe me. I don't appreciate that. Okay, well, this is fine for now. This is fine for now. This is nice and cozy. Cozy gaming. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Boom. Boom, boom. Don't go out there. I don't have anything else to cook. I can't even go to sleep yet. Crap. What genre of books do I write? Yeah, read MF Dookie's comics. So comment? Sorry, I'm just so like book pilled in my brain. I do make the alpha male mentality books. I also make female psychology books. So like how to manipulate people as a woman. And like women love it. And I use it a lot actually. No, no, no.